Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Parlons de livres, je vous rappelle, est une émission destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs œuvres avec nous afin de vous les faire découvrir. Mesdames et messieurs, c'est pour vous inciter à les lire. L'invitée du jour est une jeune dame que j'admire beaucoup. J'admire parce que, vu le style, c'est son premier livre, mais le style qu'elle a mis là-dedans, je crois que ça ne sera pas le dernier. Voilà, elle s'appelle Ernice. On va donc parler de son livre Comme une reine. Bonjour Ernice. Bonjour, merci de m'inviter à cette émission Parlons des livres. C'est un plaisir Ernice. Vous avez vu, hein, je ne vous ai pas lâché. Hein. Vous êtes prise, tout ça. J'ai dit, il faut qu'on en parle. Comme une reine. Mais qu'est-ce que je me suis régalée. Comme une reine. Oh là là. Alors, Ernice, avant de parler du livre même, je vais donc vous demander de vous présenter aux auditeurs, leur dire qui est Ernice. Je m'appelle Ernice, je vis à Douala. Je vis entre Douala et Bangan, qui est le village de ma mère. Et donc, je suis tout le temps retournée au village pour rencontrer les femmes de ma vie. Ces femmes qui m'ont éduquée pour renouer avec elles, apprendre d'elles. Et surtout pour rencontrer des enfants parce que je me considère comme un lien, un fil entre la génération d'hier et celle de demain. Oui. Voilà. Oui. C'est bien ça. C'est vraiment ça parce que c'est tout simplement le message et l'idée qu'on a dès qu'on lit le livre. On sent cette jeune personne qui arrive justement à faire interacter entre les deux. Cette génération de personnes d'un certain âge par qui on apprend beaucoup de choses. Et vraiment, c'est super, c'est génial. Alors, Ernice, dites-nous, qui est Nupudem? Nupudem, c'est une jeune dame de 26 ans, c'est l'héroïne du livre Comme une reine. Je l'ai choisie, jeune, ambitieuse, très traditionnelle, mais aussi tournée vers la modernité. Nupudem, c'est celle qui porte le récit de Comme une reine, c'est celle qui porte la vie du village de Bangan qui est racontée dans ce livre. En fait, c'est elle qui porte sur elle la société, c'est le modèle de femme qui pense la société, qui écrit la société, qui propose de nouvelles choses à la société africaine aujourd'hui. Nupudem, c'est un personnage du récit, comme je le dis, mais à un moment donné, il est devenu tellement réel, c'est-à-dire, quand j'ai commencé à écrire le roman, j'ai pensé cette jeune fille, et au fur et à mesure, elle m'habitait, elle devenait tellement réelle, et c'est elle qui décidait de sa destinée. Et de temps en temps, je lui disais, écoute, lâche-moi, ça c'est pas le destin que j'ai prévu pour toi, tu dois entrer dans tel cadre. Elle me disait, non, tu m'as créé, mais je suis mature, laisse-moi suivre mon destin, laisse-moi écrire mon histoire. Donc le personnage du roman, c'est l'héroïne, mais elle est tellement réelle dans ma vie que je dis qu'elle rivalise un peu avec moi. Super, elle est adorable, mais vraiment, elle est adorable. Effectivement, c'est une fille de caractère, Nupudem, de caractère. Alors, d'emblée dans le livre, Nupudem nous embarque dans son village, Bangan, c'est ça? Bangan. Oui, c'est ça. Écoutez, en lisant, on a tous envie d'aller à Bangan. Hein? Ah oui, on a vraiment tous envie d'y aller. Elle nous entraîne, mais vraiment dans sa vie, dans tout ce qu'elle fait. On l'habite, nous aussi. Hein. Nous aussi, on habite, voilà, Nupudem. On habite ce personnage. C'est génial. Alors, Ernice, on va donc parler des us et coutumes de la plupart des sociétés traditionnelles en Afrique. Nupudem nous le rappelle, ce qui est une très bonne chose. Alors, Nupudem arrive dans son village. La première chose qu'elle fait, c'est donc, elle va saluer le maître des lieux.
Expliquez-nous un petit peu. Le maître des lieux, qui est son grand-père, décédé il y a 5 ans, si j'ai bonne mémoire, si j'ai bien lu ce livre. Et donc, quand elle arrive au village, elle va saluer le maître des lieux qui est décédé. Il faut dire que dans la tradition bamileke que je connais un peu, et dans beaucoup de traditions africaines, le mort occupe une place primordiale. Pas que le mort est Dieu, mais il reste le médiateur entre les humains et cet absolu. Ce qui est très intéressant dans des traditions africaines, bamileke, c'est que Dieu n'a pas un nom, il est Dieu, il est l'absolu. Et chaque famille a un autel sur lequel elle se réunit pour prier, pour adresser ses prières, ses supplications à Dieu. Et ces supplications-là passent par les ancêtres parce que les humains existent que. C'est ceux qui ont existé, qui ont eu un certain nombre de connaissances, d'expériences, et la mort ne peut pas les briser. La mort, c'est juste la séparation du corps. L'esprit reste, l'âme reste, et on ne peut atteindre l'absolu sans déjà croire en l'existence de l'âme de ceux qui ont habité avec nous, de ceux qui nous ont aimés et de ceux vraiment qui nous ont touchés, parlé et tout. Dans la spiritualité, dans nos sociétés, on ne parle pas de religion, on parle de spiritualité. La spiritualité bamileke vraiment tourne autour de la vie et de la mort. On ne croit pas qu'une personne qui est vécue avec une âme forte parte comme ça, comme si elle n'avait jamais existé. Non, les noms existent, c'est pour ça que chez nous, il y a l'homonyme, on nomme quelqu'un d'après. Les noms existent, les valeurs existent, et voilà, on a le devoir de garder la mémoire pour ceux qui sont décédés, pour nous rappeler d'où nous venons, pour nous rappeler quelles étaient les valeurs de nos ancêtres et ce que nous devons perpétuer. C'est pour ça qu'on doit saluer la mémoire des morts quand on arrive dans une concession nouvelle. Et je pense que ce n'est pas seulement dans la tradition africaine. Je visite des familles ici qui me disent ça c'est le souvenir de mon grand-père décédé, j'ai ça en souvenir de telle personne qui n'est plus. Et les monuments en disent long. Donc si les gens ailleurs font ça, pourquoi les Africains doivent avoir peur, contenir cette peur de dire je salue mon mort à moi? Je pense qu'il est temps de, comment je dis, d'apaiser les relations entre nous et nos personnes qui sont parties et que nous avons aimées. Exact, tout à fait. Vraiment exact. Comme on le dit souvent, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Le livre commence par ce proverbe. C'est ça. Les morts ne sont pas morts. Et vous avez justement parlé de nom. Dans les sociétés africaines, en général, quand on donne le nom, on donne le nom d'un grand-père, d'une grand-mère, d'une grande-tante. C'est parce qu'on garde la mémoire de la personne. C'est ça. Vous voyez, on garde la mémoire. Et même quand une personne est eunuque, dans les coutumes africaines, son nom ne se perd pas. Quand une personne n'a pas eu d'enfant, je l'explique dans le livre, à un moment donné, on va nommer un enfant d'après lui. Quand il y aura une naissance dans la famille, on va donner le nom de cet ancêtre à cet enfant. Parce qu'en fait, la tradition africaine, dans la tradition africaine bamileke, il n'y a pas de personne eunuque. On dit une femme accouche un enfant, mais tout le village l'éduque. Ça veut dire que l'enfant n'est pas celui d'une femme ou d'une femme et un homme, c'est celui de tout le monde. Et donc, l'eunuque a droit à un enfant, à un homonyme. Et donc, voilà. Oui, c'est ça, c'est l'enfant de toute la communauté, effectivement. Exactement. D'ailleurs, ça tombe bien puisque, comme vous l'expliquez dans le livre, Nupudem, ces dons de médiumnité qu'elle a, lui viennent justement de cette ancienne qui n'avait pas eu d'enfant, c'est ça, et qui tenait quand même à faire, comme quoi l'esprit du mort reste présent dans toute une lignée. Hein. C'est ça, c'est ça.
Nupudem, elle a ce don de médiumnité et j'aimerais relever quelque chose. Ce don de médiumnité vient de sa famille maternelle. Et dans le livre, on voit, Nupudem, elle maîtrise toute sa lignée maternelle, mais elle ne sait rien de sa famille paternelle. Eh bien, c'est parce que nos sociétés étaient matrilinéaires. Elles étaient matriarcales. Et c'est l'oncle maternel qui était parfois considéré comme le père de l'enfant. Dans nos sociétés, l'enfant n'a jamais appartenu au père. L'enfant appartient toujours à la mère. Je dis souvent, c'est peut-être ça qui explique un peu l'irresponsabilité, entre parenthèses, des papas aujourd'hui. Parce que vous voyez, il y a un vulgaire proverbe chez nous qui dit c'est la maman qui connaît le vrai père de son enfant. Moi, j'interprète ce proverbe différemment dans le sens où la maman est libre d'attribuer la paternité à qui elle veut, selon que la personne est responsable ou pas. Donc, si une femme tombe enceinte et qu'elle voit que l'homme, son homme n'est pas responsable, elle est libre de la mettre de côté et de dire « je choisis un père pour mon enfant ». Donc, c'est ça. D'accord. Ah oui, c'est vrai, je trouve bon. Dans les sociétés matrilinéaires, effectivement, c'est ça. Alors, pour parler du culte des morts, enfin des crânes, donc Nupudem explique dans le livre, par exemple, parce que souvent on dit « oh là là, le culte des morts, c'est démoniaque, il ne faut pas le faire ». Mais elle explique quelque chose en disant que il y a des ossements humains autour de la maison, on les met dans des amas de pierre et puis il faut les entretenir avec de l'huile et du sel. Elle précise, c'est pas pour les adorer, mais c'est pour les conserver et les embellir. Oui. C'est vrai que ça paraît un petit peu effrayant, mais c'est des coutumes en fait. C'est une coutume. Dans la tradition bamileke que je connais un peu, les humains vivent avec les morts. Le système de cimetière est vraiment venu avec le christianisme, la colonisation et tout. Chez nous, on ne connaissait pas ça. Éloigner son mort loin de la maison. Mais pourquoi? Parce qu'on a peur de lui. Chez nous, c'est inconcevable. On enterre des personnes devant la maison ou dans la maison. Parce qu'on se dit, il n'y a aucune raison d'avoir peur de cette personne qui, en vivant, avait de très bons rapports avec nous. On aura peur de quelqu'un qui était un ennemi. D'un ennemi qui le revienne se venger. Mais pourquoi avoir peur d'un ami, d'un parent, de quelqu'un qu'on a aimé? Il faut aussi dire que le culte des ancêtres en pays bamileke permet de conserver une tradition, permet de garder cette tradition de mémoire. Qu'un enfant, après 10 ans, puisse dire voici mon arrière-grand-père, il s'appelait tel. Voici son arrière-grand-père à lui, il s'appelait tel. Pour moi, ce serait vraiment une bénédiction qu'un enfant puisse compter ça sur 10 générations. Nous sommes dans une société de tradition, de culte avec S et de rites où le mariage n'est pas un fait aléatoire. Une jeune femme ne peut pas épouser son cousin direct ou bien son frère direct. Nous pouvons expliquer un peu dans le livre la tradition du mariage. On épouse quelqu'un que qu'on a 5 générations d'écart avec lui. C'est-à-dire, le seul ancêtre qu'on doit avoir en commun doit remonter à 5 générations. D'accord. Le culte des ancêtres de ces crânes permet parfois de reconnaître, de contrôler, c'est ça, de retracer le lien entre l'homme et la femme qui se sont rencontrés et qui veulent se marier. Donc, ce n'est pas juste des pratiques symboliques, ce sont des pratiques qui servent dans la vie quotidienne. Et c'est comme les livres de la société. Les parents meurent, les gens partent avec la connaissance dans la tête. Alors, quand
ils ont transmis cela, ce culte, cette façon de faire, ça ne se perd pas. Ça ne se perd pas dans une famille et la tradition se perpétue. Super. Tout à fait, effectivement. Les conversations de Nupudem et sa mamie, qu'est-ce qu'elles sont intéressantes? Qu'est-ce qu'elles sont intéressantes? C'est super parce que le contact avec les personnes âgées, les anciens qui ont quelque chose à transmettre, hein? Parce que c'est ça, bon, en Afrique, comme on dit, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Bon, pas n'importe quel vieux, parce que c'est pas tous les vieux qui transmettent aussi, voilà, quelque chose de... Alors, avec la mamie, je vais lire un petit passage en page 83, où Nupudem, donc, toujours très curieuse des coutumes, pose toujours des questions percutantes, hein, à la mamie. Parce qu'elle lui parle de la langue, c'est ça? Elle lui pose des questions, le grand-père, voilà, est-ce que le grand-père justement pensait aux ancêtres? La mamie lui explique que oui, bien sûr, que parce que les ancêtres, c'est le souffle vital, c'est le souffle vital, voilà, d'une communauté et d'un peuple. Ils ont vécu avant nous, ils ont eu des histoires et il faut les léguer, les transmettre. Elle lui dit, la grand-mère dit à Nupudem, vous avez la chance de parler le langage de votre violeur d'hier. C'est une bonne chose que le colon ne sache pas parler la vôtre. Cela augure la possibilité d'une reconstruction sans ingérence. Oui. Voilà. As-tu vu nos makoum? Les makoum, c'est les masques, hein, c'est ça? Oui. Nos masques, lors des danses traditionnelles, n'as-tu jamais essayé de sonder ces masques, tantôt tristes, tantôt joyeux, effrayants, peints ou monochromes? Tout déguisement est porteur d'histoire et d'héritage. Les premières choses que les Blancs nous ont prises étaient nos masques, parce que, disait-il, ils parlaient. Génial, comme paragraphe. C'est ça. Parce que nos masques parlent, et on le voit pas tout au long du livre, à certains passages, parce que dans une partie de la fin, vous parlez effectivement du quai du musée Branly, et parlez-nous un peu du masque Bacham. Vous le dites dans le texte. Quelqu'un un ami de Nupudem, je crois, va visiter le musée Branly et puis reconnaît les masques de son peuple, de son village, notamment les masques Bacham. Et c'est pas écrit en fait que c'est un masque Bacham. C'est pas écrit. Il y a une espèce de confusion à ce niveau, comme quoi, hein, c'est là. Je me souviens des masques qui ont été pris ici chez nous. Ces longues têtes aux yeux grands ouverts, outils royaux qui nous servent jusqu'à aujourd'hui. Grands notables, ils les ont appelés masques Bacham. Voilà. Mais parce qu'ils ne savent rien. En fait, au musée, ils ont vu ces masques qu'ils ont appelés masques Bacham, mais en fait, ce n'est pas des masques Bacham. En fait, j'explique. Effectivement, dans un musée aux États-Unis, je vais regarder ça sur Internet après, il y a un masque qui s'appelle le masque Bacham. Qu'ils ont appelé le masque Bacham précisément parce qu'ils l'ont, comment on dit, volé dans un village qui s'appelle Bacham. D'accord. Et j'explique. Bacham fait partie des 5 villages du même groupe linguistique qui s'appelle Ngémbor. Le village principal était Bangang au départ. J'explique quelque part dans le livre. Le grand village était Bangang et avec le temps, d'autres villages se sont séparés et les 5 villages ont constitué un groupe linguistique qui parle la même langue. Ces villages se sont constitués autour du groupement Bangang. Et le masque Bacham, c'est un masque qui, avant, était retrouvé dans les chefferies Ngémbor, ces 5 chefferies, dans des chefferies de Bouddha, dans des chefferies de Baham, de Banjul, je pense Bamenjou, mais on situait son origine dans le groupement Bangang.
Ils sont donc partis avec ce masque et comme ils ne connaissaient pas le nom du masque, ils ont dit masque Bacham, ils ont collé le nom du village au masque. Et je pense que c'est pas seulement ce masque-là. Tous nos objets qui sont dans les musées partout ne portent pas les noms qu'il faut. Cette description aléatoire. Quand le roi, parce qu'en fait, c'est le roi qui a fait ses études en Allemagne, qui a eu le temps de chiner un peu les musées, d'aller voir par-ci, par-là. Quand il est arrivé au musée du Quai Branly, d'après ce qu'il dit, il a été tellement déçu parce qu'il a vu des objets qui sont encore vivants dans sa chefferie, dans ses villages, et il a vu ces objets dans la vitrine qui ne faisaient absolument rien, et de surcroît avec des descriptions très aléatoires qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Donc, le masque Bacham subit le même sort. C'est un masque royal tellement vivant dans les chefferies Bamileke aujourd'hui, parce que j'ai dit ce masque, on le trouve à Banjul, à Baham, à Bayangam, je pense, dans les villages de Bouddha, à Bas-le-Vent. C'est vraiment un objet commun qui était parti. Il est dans un musée aux États-Unis aujourd'hui. Et oui, nos objets ont été transformés en objets de commerce, de curiosité. Ils sont placés dans les vitrines pour qu'on vienne payer pour apprécier. Malheureusement, cela ne bénéficie même pas à notre propre pays, le Cameroun. Et ils ne sont pas expliqués comme dans leur contexte initial. Et dans le livre, le vieux dit ces objets n'ont rien à faire dans les musées parce qu'ils ne sont pas à leur place. Tout à fait. Regardez, en page 201, le vieux dit le musée du Quai Branly Jacques Chirac. J'ai tenu à visiter l'espace dédié aux œuvres camerounaises, celles volées ici sur les reliques de nos ancêtres. J'ai vu des objets avec des descriptions aléatoires, sans lien aucun avec la réalité. Je m'étais surpris à mieux expliquer à mes compagnons toutes ces œuvres classées comme dans un rayon de supermarché. Puis j'ai pleuré parce que ces objets ont été enlevés de leur contexte initial, parce que ces objets sont encore vivants ici chez nous, parce que ces objets n'ont pas vocation à être placés en détention, parce que ces objets, c'est nous, parce qu'ils nous parlent mieux qu'à quiconque. Super. Vraiment, comme c'est formulé, c'est tellement bien formulé, ça dit tout. Ça dit tout. Récemment, dans l'actualité, il y a peut-être 3 mois, j'ai vu sur Internet une œuvre, ils vendaient une œuvre gabonaise à je ne sais pas combien de millions d'euros. En France, j'ai vu passer sur Internet. Et c'est pas un Gabonais, c'est pas le gouvernement gabonais, c'est un Français. On ne sait pas où est-ce qu'il a eu l'œuvre, et bien il le vendait dans à 1 million, plus d'un million d'euros. Plus d'1 million d'euros. C'est dire. Donc, il y a vraiment du travail à faire. Hein. Alors, le village, nous pouvons vraiment, nous donne envie d'aller au village. Nous donne envie de découvrir le village parce qu'elle adore tellement son village. Vraiment, elle est l'ambassadrice de son village. Elle parle de Bangan. Bangan, cette belle terre, la terre est ferme, rouge et belle. On a vraiment, on le voit tout de suite, que le village est un havre de paix. Mais il s'y passe des choses. Parce que souvent, on pense que les enfants s'ennuient dans les villages. Eh bien non, les enfants ne s'ennuient pas dans les villages. Hein. Parce qu'ils imaginent des jeux pour eux. Il y a plein de jeux pour les filles, le pouce-pion, la corde, le dorchi. Les garçons font du ballon avec du tissu paille. Mais c'est pas tout. Il y a de l'imagination. Hein. Les filles imaginent, il y a les défilés de mode. Ça, on va rigoler. Mais je me suis marrée. Il y a des défilés de mode. Alors, quel est le critère? On va rire un peu. Hein. Le défilé de mode, alors, on décide au village d'élire la Miss du quartier Badangan. C'est ça? C'est en page 106. Oui.
On décide. D'accord. Alors, la première Miss Avance. Je m'appelle Belviane dans la vraie vie, mais mon nom de star, c'est Kim Kardashian. Je suis belle, j'ai des jolies formes, mon corps est refait. J'aime prendre les photos à la piscine pour montrer au monde qu'une belle femme, ça compte. Et tout de suite, le jury, vous êtes disqualifié, vous avez du botox dans les hanches. Oh là là, mais qu'est-ce que j'étais pliée. La deuxième, appelez-moi Tati, je suis la reine de ce village. Ma peau est belle, regardez comme toutes les autres filles sont noires. Moi, j'utilise Immédiat Clair et je brille comme la lune. Madame Tati, vous êtes disqualifiée. Vous faites la publicité des substances nocives et interdites. Et en plus, vous incitez la jeunesse au blanchiment de la peau. Oh, Ernest, qu'est-ce que j'étais pliée. Mais ce livre est un délice. Des passages aussi marrants, il y en a tellement dans le livre, mais j'ai jamais autant ri en lisant. Franchement, merci pour ces bons moments, hein. C'est incroyable. Le livre, mais vous avez un humour, c'est pas possible. Merci. Merci. Oh là là, vraiment, mesdames et messieurs, lisez-le. Je le lis comme ça, mais c'est que quand vous êtes tranquillement installé et que vous lisez, mais j'ai éclaté de rire. J'étais pliée de rire. J'ai dit, oh là là, Ernest, mais quelle imagination. Merci. C'est que pour moi, on a tous des messages à passer. Oui. Et le roman aussi doit être un prétexte pour passer ces messages. Je suis franchement navrée parfois avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, tout ce qui est mis au devant de la scène, tout ce qui est promu. Je me demande personnellement, mais où va-t-on? Est-ce que nous, jeunes d'aujourd'hui, j'ai 28 ans, c'est vraiment la moyenne de la jeunesse d'aujourd'hui. Je me demande, est-ce que nous pensons à l'avenir de ceux qui viendront après nous? C'est vrai, nos mamans ne nous ont pas donné le meilleur d'elles, parce que nous sommes un peu le produit de ce qu'elles ont été. Mais je me dis, il y a une façon de renverser la tendance. Il y a une façon de renverser cette tendance. Et si nous, qui allons être parents demain, n'essayons pas de faire ça à notre niveau, la jeunesse de elle sera future. Encore que moi personnellement, je n'ai pas, disons, je ne mets pas au-dessus les autres continents, les autres pays. C'est-à-dire, mon village n'est pas le paradis, mais le paradis n'est pas ailleurs. Je dis souvent, il n'y a pas de société capable d'enseigner à une autre un modèle de vie tout fait aujourd'hui. Cette société-là n'existe pas. Toutes les sociétés se battent pour vivre. Ils testent ci, ils testent ça. Mais nous avons une chance inouïe d'avoir une société très naturelle qui n'est pas encore polluée par ci, par ça, par les discours de la télévision. Parce que la chance, c'est que, à Bangan, c'est qu'il n'y a pas de télévision dans toutes les familles. Tout est naturel. C'est l'imagination des enfants qui travaillent. Et je me dis, nous avons vraiment de la chance. Et malheureusement, il y a qui pour sauvegarder tout cela? J'ai un pincement au cœur quand je pense que ces enfants-là même ne liront peut-être pas ce livre. Parce que moi, perso, je n'ai pas les capacités de l'offrir à chacun. Pourtant, c'est eux ma première cible. C'est pour eux que j'ai écrit. Et ben voilà. Ah là là, il faudra vraiment mettre des choses en place. Parce qu'il faut que les jeunes lisent ce livre. Jeunes comme vous êtes, les messages que vous faites passer là-dedans, subtilement, regardez, je viens de me marrer sur ça, mais après avoir rigolé, j'ai dit, oh là là, mais cette jeune fille, c'est époustouflant. C'est vraiment époustouflant ce que vous faites. Vous attirez, vous sensibilisez sur ce problème de blanchiment de la peau. Bah oui. C'est incroyable. Ou encore, on fait croire à une fille noire qu'avoir une peau foncée, c'est pas beau, c'est pas... Alors tout le monde se met à blanchir la peau, faut voir comme c'est sale et les mains sont noires, c'est même cancérigène.
C'est même cancérigène. Je pense qu'il faut apprendre à la jeunesse aujourd'hui que l'enjeu est ailleurs. Ce n'est pas la peau qui nous ouvre des portes, ce n'est pas le physique qui nous ouvre des portes. C'est ça, mais c'est tout vraiment est dans la tête. L'intelligence. Il faut mieux travailler la pensée. C'est ça qui développera notre pauvre Afrique, il faut le dire. C'est ça, il faut le dire. Oh, Ernest, vraiment c'est... Vous me touchez beaucoup. Je me dis, il y a de l'espoir en Afrique. Il y a de l'espoir. Ce livre est tellement, mesdames et messieurs, il faut le lire. Comme une reine. Comme une reine. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour que ça rentre dans le maximum de maisons, que ça soit à Bangan ou en Afrique en général, je dirais. En Afrique. Parce que vous parlez de tout là-dedans. On apprend même la langue, Bami, le binam. Le binam, vous avez dit, c'est soleil couchant. La mamie, la grand-mère, c'est Pio. Pio. Oui. Pio. Pio. Oui. Voilà. La grand-mère, il y a quoi d'autre encore? Zouenze. Le Zouenze. Zouenze, c'est médium parce que nous pouvions même les... Je sais. Njouessi, voilà. C'est médium, mais ça se traduit littéralement la femme de Dieu, l'épouse de Dieu. L'épouse de Dieu, Njouessi. Je suis désolée, j'écorche les termes, mais c'est pour dire vraiment toutes les informations que vous nous donnez là-dedans, la langue, les mois, il y a tout, hein, les mois, les jours, les années, vraiment on apprend de tout là-dedans. Et puis on découvre le langage argotique aussi. Hein? La Gola est bêlée. La Gola est bêlée. Alors, parlez-nous, la vendeuse de piment. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de si... Je vois passer sur Internet, je ne me suis pas encore posé sur la vendeuse de piment. Qu'est-ce qu'il y a de péjoratif à vendre le piment? La vendeuse de piment, ça veut juste dire la vendeuse de sexe, la prostituée. Oui, c'est marrant. Pourquoi? Vous savez, nos mères, elles ont tellement été éduquées à la droiture parce que, il faut vous dire, elles étaient frappées quand elles avaient une vie légère. Même quand elles ne l'avaient pas, le simple fait qu'une femme enfante à la maison était chez eux, quand elle habitait encore chez eux, était un sacrilège. Elle était parfois bannie de la famille. Et du coup, nos mères d'aujourd'hui ont éduqué leurs filles avec cette peur, avec cette protection, en les mettant en garde contre le sexe et tout, et ceci et cela. Dans les sociétés africaines, le sexe reste un peu tabou. Et apprendre qu'il y a un métier qui s'appelle vendre le sexe, c'est tout simplement scandaleux. Une fille qui vend le sexe, elle n'est pas digne. Elle fait la honte de sa famille, elle fait la honte de ses parents, elle ne respecte pas son corps. Et comme chez nous, nous avons l'argot pour atténuer les choses, on a appelé ça la vendeuse de piment. Waouh! Le piment, c'est le sexe, en fait. Waouh! Waouh! Vendeuse de piment. Dis donc, alors là, c'est le livre... On parle des droits des femmes aussi. Parce qu'il y a un chapitre où vous nous parlez des droits de la femme. Et la femme, en fait, on se rend compte qu'en Afrique, on parle, les femmes sont soumises, elles font ci, elles ne font pas ça. Mais la femme est au contraire, au centre même des décisions. Vous l'expliquez dans le livre. Ce que je dis souvent, c'est qu'on a laissé les gens qui ne connaissent pas l'Afrique parler de l'Afrique. C'est notre erreur. La femme est le centre des décisions de la société africaine. C'est-à-dire, dans un foyer, c'est elle qui décide. Très souvent battue, malheureusement, mais à elle revient la dernière décision. J'ai vraiment voulu mettre en lumière cet aspect de la chefferie où c'est la reine-mère, la mère du chef, et l'autre reine-mère, la première épouse du chef, qui prennent les décisions. Et c'est pour ça que parfois, quand on intronise un chef, on la sépare de son épouse parce qu'on se dit, les deux ont vécu ensemble. Sa femme, elle maîtrise tous ses secrets, elle est capable de le descendre. C'est tout ça qu'on l'éloigne, on l'envoie loin de la chefferie. C'est parce qu'on connaît ce pouvoir.
Qu'est-ce que vous voulez? Dans nos sociétés, c'est la maman qui connaît souvent l'enseignant de sa fille, de son fils. C'est la maman qui traîne l'enfant avec elle pour aller au champ. C'est elle qui lui apprend à se laver. C'est elle qui lui fait à manger, qui lui parle de son intimité. C'est la maman qui fait tout. Le papa n'est jamais presque là. Sauf quand il faut gronder. Il gronde même parfois sans connaître, sans avoir de réelle motivation, en disant il entend quelque chose parce qu'il faut qu'il dise quelque chose, parce qu'il faut qu'il établisse son rôle de chef de famille. Il parle, il gronde. Non, on évolue dans une société où c'est la femme qui maîtrise, comme on dit chez nous au Cameroun. Parce qu'elle est là, elle est en action, elle est sur le terrain. Elle sait ce que l'enfant aime et ce que l'enfant n'aime pas. Et même dans notre fameuse polygamie, quand j'entends les sociétés américaines, occidentales parler de la polygamie, j'ai envie de leur dire allez vivre 1 an en Afrique, ouvrez les yeux et vous ne parlerez plus jamais de polygamie. Parce que la polygamie que moi je connais en Afrique, dans les sociétés africaines, c'est pas celle décrite dans les livres. Les traditions africaines que je connais, que j'ai vécues, qui m'ont éduquée, ce ne sont pas celles racontées dans les livres. Non. Tout à fait. Parce que les réalités sont hautes. Chaque société, ses réalités. C'est ça, en fait. Il faut respecter qu'il faut respecter. C'est pour ça que je dis aux jeunes aujourd'hui, surtout aux jeunes femmes, on a besoin de plus de voix de jeunes. On a besoin davantage de voix de jeunes qui parlent. Il ne faut pas seulement qu'il y ait Hermès. Il ne faut plus laisser les autres écrire notre histoire à notre place. Et quand les autres écrivent notre histoire à notre place, ils l'étouffent. Parce que dans mon pays, aujourd'hui au Cameroun, quand je vois les voix qui sont mises en avant, quand je vois les jeunes qui sont mis en avant par des personnes qui ont le pouvoir, les mécènes, des personnes qui ont la capacité d'influencer, je me dis, on est en train de taper à côté. Parce que ce ne sont justement pas ces jeunes qui portent les valeurs, ce ne sont pas ces jeunes qui sont capables, entre parenthèses, d'influencer positivement la jeunesse. C'est comme si on fait semblant de mettre la médiocrité devant et de cacher leur mérite. Mais je connais tellement de jeunes qui travaillent, mais qui n'ont pas de moyens de s'affirmer, de parler haut et fort. Je dis, il faut dénicher les talents et leur donner une voix. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est ça, Hermès. Oh là là. Vraiment. Vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique, Hermès. C'est vraiment incroyable. Le rôle de la femme dans la société Bamileke et en Afrique en général. Hein. Alors, on ne va pas finir sans parler de Kazé. Parce que Kazé a bien de la chance d'avoir cette femme qui est tout pour lui. Elle est amante, elle est épouse, elle est ménagère, elle est conseillère, nourricière, elle est même sa mère, hein, quand il est en conflit avec la sienne. Alors, qui est Kazé? On ne va pas finir sans faire hommage à Kazé. Kazé, c'est le futur roi. Pas le futur roi, c'est le futur roi et roi, parce qu'il arrive dans son village quand son père est décédé. Il était aux études en Allemagne. Et donc, quand il va arriver au village, il va rechercher son ancienne amoureuse, Nupudem, et il va l'épouser. C'est lui-là qui va, aux côtés de Nupudem, conduire le village avec tout ce qu'il y a de contraintes, de contradictions. Un village qui est un peu en déperdition parce que son père n'était pas un roi digne, comme il le dit. C'est celui qui va réécrire l'histoire du village, reconstituer les traditions dans le village. C'est cet époux-là qui, parfois, est faible, mais lui qui a de la chance d'avoir Nupudem à ses côtés. Disons, c'est vraiment deux jeunes personnes qui écrivent leur histoire ensemble. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai dit, je vais écrire une grande histoire d'amour. Oui, je vais écrire les traditions, les femmes du village, mais je veux avant tout écrire une grande histoire d'amour entre deux jeunes personnes.
c'est un peu un fantasme pour moi. Et bon, voilà, j'ai veillé à polir l'histoire, à la rendre lisse, à la rendre belle. Et voilà. En tout cas, c'est une très très belle histoire. Vraiment Merci. très belle histoire. Ça, cette chefferie, il a de la chance, justement, Kazé, à avoir cette femme forte à ses côtés. Hein? Et c'est aussi une bonne chose parce que l'amour de Kazé a permis à Nupudem, une femme avec autant de capacités, hein, de pouvoir effectivement s'affirmer. Hein, s'affirmer avec beaucoup de compromis. Avec beaucoup de compromis. C'est ça. C'est ça. Elle s'affirme avec beaucoup de... Vu ce qu'elle a affronté, elle s'affirme. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vous, Ernest, on pourrait passer des heures à parler de ce livre parce qu'il y a tellement de sujets qui méritent d'être entendus. Hein. Voilà, qu'il faut vraiment qu'on en parle et on souhaite vraiment que beaucoup de personnes en Afrique, tous ces jeunes en Afrique, on souhaite vraiment qu'ils lisent ce livre. Parce que vous faites passer des messages pour le futur, pour la sauvegarde, hein, des us et coutumes dans les villages, dans les campagnes. Croyez-moi, ce livre m'impacte. Il m'impacte et il impactera d'autres personnes. Il m'impacte parce qu'il me dit, va en Afrique. Va dans le village de ton père, je vous assure, il m'impacte. C'est incroyable que ça sorte d'une jeune personne comme vous. Mais qu'est-ce que vous me donnez comme leçon dans ce livre? Vraiment, vous me donnez des leçons. C'est vraiment incroyable. Et je ne peux que vous souhaiter du fond du cœur tout le meilleur. Merci. Vous le méritez. Franchement, une jeune personne, avec toutes ces idées que vous avez, toutes ces réflexions, vous méritez le meilleur. Merci beaucoup. Ça, vous ne rétablissez... Nupudem, que je vois en Ernest, ne rétablit pas la dignité, la vitalité du village Bangam que dans le livre. Hein. Voilà. Vraiment, vous nous transmettez quelque chose. Vous nous transmettez quelque chose. Et voilà, mesdames et messieurs, vraiment, lisez ce livre. Comme une reine. C'est écrit comme une reine. Voilà. Allez là-dedans, lisez. Aux jeunes Africains qui nous regardent, lisez ce livre. Je crois que ça changera votre mindset. Ça vous impactera d'une façon ou d'une autre. Parce que Ernest a pris le temps, franchement, de mettre là-dedans, sur papier, toutes ces problématiques auxquelles tout Africain devrait songer. Parce qu'on en parle des fois comme ça, mais quand c'est écrit sur papier, ça nous ouvre les yeux. Si vous voulez, ça nous renvoie carrément notre vérité au visage. C'est ça. C'est vraiment ça. Ne pas tourner le dos aux us et coutumes, ne pas tourner le dos aux traditions, ne pas tourner au dos de nos villages, ne pas tourner le dos au village, toujours savoir d'où l'on vient. Toujours savoir d'où l'on vient parce que c'est très 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 important. Vraiment, Ernest, merci. Merci beaucoup pour ce livre, pour tous ces messages passés là-dedans. Je vous dis ça, il m'impacte. Ce livre, je ne dis pas il m'a impacté parce que j'ai fini de le lire et que... Non, il m'impacte en ce sens que tout ce que j'ai lu là-dedans, il y a quelque chose à faire. Je vais les utiliser. J'aurai des choses à faire. C'est vraiment ça. Alors, vous dites aux auditeurs où est-ce qu'on trouve votre livre, Ernest? Le livre s'achète dans toutes les librairies de la France, de la Belgique, du Canada. Il est aussi disponible en ligne sur des plateformes de vente en ligne sur Amazon. Et voilà, il sera disponible au Cameroun bientôt. Et
dans tous les autres pays africains bientôt. Vivement, c'est mon combat. J'ai envie qu'il soit lu par tout le monde en Afrique, en Europe, en Amérique, partout. Alors, Ernest, dès qu'il est disponible au Cameroun, vous me faites signe. Hors antenne, vous allez me donner, parce que Parlons de livres va offrir au moins une dizaine de livres à des jeunes de Bangan. D'accord? Merci. Vous nous faites signe dès que c'est disponible au Cameroun. D'accord? Parfait. Merci. Il faut le coup. Merci à vous. Merci à vous. Vous voyez, j'ai la chair de poule. Vraiment, merci à vous. Merci à vous pour ce livre. Il est super bien écrit. Votre style est vraiment... Il n'y a rien à dire. Vraiment un style limpide, fluide. L'humour qu'il y a dedans, comme je dis, toutes les langues que vous nous apprenez là-dedans, mais les mots, vraiment, on est carrément... Rien à dire. Rien à dire. Vraiment, retenez-le. Dès que le livre est disponible au Cameroun, Parlons de livres va offrir une bonne quantité de livres. C'est votre choix. Aux jeunes de Bangan, ou si vous avez une bibliothèque, une école, vous nous dites, ça sera fait. Parfait. D'accord? Vraiment, merci. Merci à vous pour ce temps. Merci pour ce temps. Merci pour ce beau récit. Mesdames et messieurs, voilà. Donc, vous savez où trouver ce livre. Lisez-le. Lisez-le, vous ne serez vraiment pas déçus. L'écriture est fluide. Les idées, oulala. L'humour, n'en parlons pas. Voilà. Donc, un grand merci Ernest. Voilà, mesdames et messieurs, un grand merci à Ernest. Son livre est percutant sur tous les points. Déjà sur le point de la perspicacité de son écriture, sur le point de la richesse des informations et des problématiques à aborder. Alors là, elle parle de tout, elle parle des rites, des traditions bamileke, des traditions ancestrales, qu'il s'agisse du culte des crânes, des symboliques qu'il y a autour des danses, l'art, les masques et leurs expressions. Elle explique les masques qui sont tristes, les masques qui sont souriants, bref, elle parle de tout ça parce que les masques sont porteurs d'histoire et d'héritage. Alors, il y a aussi le rôle des femmes dans les sociétés bamileke. Donc, dans les sociétés matriarcales, le rôle des femmes qui est qui est primordial. Elle en parle. Le livre est vraiment super. Cette jeune fille a vraiment, c'est des leçons qu'elle donne parce que beaucoup de personnes ont tourné le dos à leur ancestralité et à la lire. Ça fait vraiment réfléchir. Ça fait réfléchir parce que il est important de la rétablir. Il faut rétablir et valoriser, se réapproprier ces identités africaines et les valoriser. Vraiment, bonne leçon. Voilà, mesdames et messieurs, vous aimez Parlons de livres, n'oubliez pas, abonnez-vous, subscribe, mettez le pouce, partagez et commentez. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt.